cette présentation et merci au professeur Friedman et à Muriel Filistrève de cette invitation. Alors, comme le colloque d'aujourd'hui porte sur les limites, il a semblé naturel aux organisateurs de demander à un psychiatre et psychanalyste de parler de ce qui est la notion des limites dans notre profession à nous, à savoir la notion d'état limite, puisqu'il s'agit d'une locution, d'un terme qui est apparu dans notre travail depuis environ 7-8 décennies et qui occupe une place importante dans la clinique quotidienne, aussi bien d'ailleurs du psychiatre que du psychanalyste. Alors, ces pathologies, alors je ne veux pas développer ces pathologies-là parce que ce n'est pas les lieux, je voulais les signaler pour essayer de faire quelques ponts avec ce qui est une des préoccupations majeures de ce colloque, me semble-t-il, c'est-à-dire les questions portant à la fécondité, au désir d'enfant. Alors, ces pathologies qui sont apparues donc dans leur description clinique il y a, comme je vous le disais, 7 à 8 décennies, sont caractérisées par un certain nombre de manifestations cliniques que le clinicien reconnaît très rapidement maintenant comme l'impulsivité, la dépressivité, la dépendance, la difficulté à supporter certaines frustrations, le sentiment de menace de son propre estime de soi lors de la moindre contrariété dans la vie, les tentatives de suicide à répétition et une certaine propension aux addictions. Et une fois qu'on a fait le tour de cette clinique assez variable mais néanmoins relativement homogène, eh bien, on se rend compte qu'on peut extraire 3 éléments qui sont plus en rapport avec la question qui nous préoccupe aujourd'hui ici. Alors, le premier de ces éléments est une certaine dépendance à l'objet. Alors, les gens disent souvent relation fusionnelle. Ce n'est pas un terme exact, c'est justement le problème. Et là, c'est que l'objet, l'autre, est perçu comme différent, et c'est bien d'ailleurs là le problème pour ces patients-là, c'est-à-dire que l'autre étant perçu comme différent, séparé, eh bien, il est constamment sous la menace de l'abandon. Avec donc 2 cliniques symétriques, comme les 2 faces de la même médaille. D'une part, une dépressivité chronique, une forme de sentiment de vide, de manque, de privation, de frustration, et qui organise ces personnes dans une vie psychique où, dirait-on, le rapport à l'absence prend le dessus sur le rapport avec la présence de l'autre. Et puis, le revers de la médaille, une clinique de l'exigence, là où c'est la menace de l'abandon qui prédomine, avec des manifestations pulsionnelles de rage, d'attaque, d'insatisfaction bruyante, des tentatives de suicide, etc. Le deuxième élément qui nous intéresse ici et qui caractérise ces pathologies, c'est les difficultés de mentalisation. C'est-à-dire, on a le sentiment que ces personnes sont relativement démunies pour faire face aux différentes excitations, qu'elles soient en provenance du monde intérieur, c'est-à-dire les pulsions devenant désir, ou que ce soit du côté du monde extérieur, c'est-à-dire telle ou telle situation désagréable de la vie. Cette difficulté de mentalisation, comme nous l'appelons dans notre métier, c'est-à-dire la difficulté à recueillir ces genres d'excitation venant du monde extérieur ou du monde interne, et de les élaborer de façon à ce que le choc soit moins brutal et que donc la personne trouve des dérivatifs et des moyens. Cette difficulté donc de mentalisation est en rapport avec la notion des limites que nous examinons aujourd'hui, puisque dans la topique que Freud a imaginé pour l'appareil psychique, je pense en particulier à la première topique, l'idée est qu'il y a un espace qu'il appelait le préconscient qui est censé recueillir le matériel d'excitation interne brute et de le transformer en représentation verbale, c'est-à-dire à ce qui va devenir le mot, de le transformer en pensée, de le transformer en ce qu'il appelait le processus secondaire, bref, à fractionner, pour ainsi dire, la violence de la pulsion en quelque chose de davantage maîtrisable qui permet de différer, qui permet d'organiser un certain nombre d'actions ou d'attentes d'actions sans être exposé de façon brute à la violence de ce désir, de ces impulsions, et que donc on a l'impression que ces patients-là, en effet, déjà au niveau de leur structuration
intérieur manque de certaines limites, celles impliquées par une topique qui leur rendrait la vie plus facile. Et puis le troisième élément, qui est probablement le plus intéressant pour les questions qui nous intéressent, fécondité, maternité, est celui d'un hiatus chez eux, assez caractéristique entre deux instances de la vie psychique telles que Freud les avait imaginées, à savoir le surmoi et les instances idéales, notamment le moi idéal. Alors, et deux mots pour situer un peu la question. Dans l'idée qu'on se faisait de la vie psychique, qu'on appelait névrotique, dans la psychiatrie, vous trouverez l'expression névrotico-normale, elle vaut ce qu'elle vaut, mais ça signifie que dans l'idée qu'on se fait du psychisme, c'est ce qu'on appelle le névrotique, correspondrait sinon à une norme, en tout cas à une généralité, à une moyenne ou à une majorité. Donc dans l'idée qu'on se fait de cette organisation-là, on constate dans la vie de tous les jours une forme d'équilibre entre ces deux instances sur moi et moi idéal, c'est-à-dire que le désir, tel qu'il est exprimé, à la fois il est teinté d'une certaine culpabilité par rapport au surmoi qui surveille et qui veille à ce que le désir ne soit pas réalisé ou pas complètement réalisé, ou en tout cas qu'il soit vécu comme partiellement coupable, et de l'autre côté un idéal de soi qui d'une certaine façon va jouer un rôle de consolation par rapport au désir partiellement réalisé, en disant que, voilà, par exemple, la phrase « d'accord, je n'ai pas réalisé complètement mes désirs, mais j'ai été un honnête homme, et ceci me permet en quelque sorte de me récupérer dans cet équilibre fragile entre nos désirs, nos principes, la réalité que nous avons en face de nous, etc. » Et on a le sentiment que les personnes que nous rencontrons, et dont cette vaste catégorie des états limites, ont perdu ce lien organique entre le surmoi et le moi idéal, avec une forme d'affaiblissement du surmoi, où nous parlons parfois non pas d'affaiblissement, mais de formes très archaïques et inopérantes, alors que le moi idéal reste, pour ainsi dire, extrêmement puissant. Ceci nous intéresse dans les cliniques que nous rencontrons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la qualité de la tristesse, de la dépression inévitable dans la vie devant les échecs, devant les choses qui ne vont pas et que ces personnes vont développer, sera assez différente de la qualité de la tristesse, du découragement, de la déprime qu'on rencontrait auparavant ou qu'on rencontre encore dans les pathologies plus typiquement névrotiques. C'est-à-dire qu'alors que dans les pathologies plus typiquement névrotiques, ce que nous rencontrons comme tristesse, comme dépression, c'est une dépression de perte, d'inachèvement, des difficultés à accéder à quelque chose pour des raisons d'inhibition interne qui tiennent au surmoi. Chez ces patients-là, l'absence de ce surmoi pose d'emblée le désir sur le domaine de la capacité, sur le domaine de la puissance, dans le domaine d'être en mesure d'être capable de, et donc du sentiment d'infériorité, du sentiment de mésestime de soi, du sentiment de honte, lorsque les désirs ne sont pas réalisés. Autrement dit, cette couche protectrice, en quelque sorte, qui atténuait les sentiments d'inachèvement et de non-réalisation ou de réalisation partielle inachevée de nos désirs qui représentaient le surmoi pour eux, les laisse, étant dans une certaine faiblesse, les laisse à découvert devant des sentiments d'infériorité. Et je crois que c'est un sentiment que nous pouvons rencontrer de façon plus générale. Je cite dans le texte que vous trouverez dans les livres les travaux d'un sociologue comme Alain Ehrenberg, qui a plus particulièrement étudié la dépression aujourd'hui et qui donc explique depuis un certain nombre d'années, les travaux datent de plus de 15 ans, explique donc depuis un certain nombre d'années que nous vivons de façon plus globale, comme dans le monde occidental, dans le cas des langues occidentales, nous vivons un certain passage de la culture de la culpabilité, qui était inhérente à la réalisation du désir, à la culture de la honte. Et donc, de la culture de la faute à la culture de l'insuffisance, ce qui est désormais, la souffrance n'est pas tellement la faute et la culpabilité par rapport au fait de désirer, mais plutôt les sentiments d'infériorité, d'incapacité et d'insuffisance de ne pas être en mesure de réaliser nos désirs, comme si le caractère protecteur et freinateur du surmoi n'était plus suffisamment opérant dans cette problématique qui nous préoccupe aussi. Alors, et Annie, j'ai encore combien
Alors, c'est une problématique qui nous intéresse dans un certain nombre de domaines, mais que nous avons les sentiments, nous, psychiatres et psychanalystes, que nous rencontrons directement à travers ce que nous disent nos collègues gynécologues obstétriciens autour du désir de maternité ou du désir d'enfant. C'est-à-dire que nous avons le sentiment que ce qu'ils nous rapportent comme situation clinique et comme situation à résoudre semble connoter un passage progressif du désir d'enfant, de ce qui pourrait être, disons, un couple désir-grâce, c'est-à-dire le désir d'un enfant, désir qui d'ailleurs dans nos sociétés depuis qu'il existe la civilisation avait trouvé moyen d'atténuer le surmoi par une légitimisation de ce désir. Le mariage était une invention, une institution qui permettait largement de légitimer les désirs, de les rendre moins coupables, donc de leur permettre de se réaliser. Donc ils nous décrivent une espèce de glissement de ce qui était désir et grâce, c'est-à-dire le désir d'avoir un enfant, désir préalablement dûment légitimé devant monsieur le curé ou devant le maire, grâce de l'avoir obtenu. Et les gens remerciaient Dieu ou la nature ou tout ce que vous voulez, ou les dieux de l'avoir. Donc on a un glissement entre ce couple désir-grâce vers un couple exigence-droit. C'est-à-dire c'est ce qui apparaissait avant comme un désir apparaît maintenant dans leur bouche comme une exigence, et ce qui apparaissait avant comme une grâce, plus ou moins accordée par Dieu, apparaît maintenant comme un droit qui doit être accompli comme tout droit dans une société contemporaine. Et nos collègues gynécologues obstétriciens nous décrivent souvent ces personnes qui parfois peuvent les irriter par leur côté « je réclame un enfant comme on réclame un droit », avec une forme d'exigence qui peut leur paraître parfois un peu irritante, alors que manifestement ces personnes-là, si elles sont trop exigeantes et parfois tyranniques, parfois débordant l'interlocuteur, elles ne sont avant tout exigeantes qu'à l'égard d'elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles mettent une espèce de barre tellement haut, une exigence telle qu'en définitive le fait de ne pas réussir à avoir un enfant apparaît davantage comme une preuve d'insuffisance humiliante pour ces personnes, une perte d'estime de soi, que comme le résultat d'une absence de toute puissance telle que le surmoi permettait très bien de l'assurer à tout un chacun dans notre vie. Alors, deux mots donc pour conclure. Alors, c'est vrai que nous avons donc devant nous ce glissement progressif de ces personnes donc qui souffrent énormément de l'impossibilité, évidemment, de transformer le moindre désir, le moindre objectif, le moindre projet en exigence à l'égard de soi-même et ou en droit qu'on réclame au niveau des autres, cette forme de toute puissance fantasmatique. Et un psychanalyste américain parlait, il appelait ça le moi grandiose. Il y a une espèce de moi grandiose qui exige de ces personnes une espèce d'impossibilité de renoncer à quelque chose. Donc c'est vrai que nous sommes passés donc de façon plus globale, et puis parfois de façon plus caricaturale chez une minorité de personnes, de cette culture du désir et de la grâce vers la culture de l'exigence et du droit. Mais on pourrait dire, étant donné l'anamnèse de ces personnes-là, étant donné les failles, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon les failles narcissiques, c'est-à-dire les façons plus ou moins défaillantes avec lesquelles leur propre narcissisme a réussi ou pas à être construit aux toutes premières années de la vie, aux tout premiers mois de la vie, et qui nous semble être à l'origine de cette forme de combativité à laquelle ils s'astreignent et à laquelle ils astreignent soi-même et en partie les autres. Eh bien, on a l'impression que cette forme d'exigence face à un droit leur sert en quelque sorte de métaphore, leur sert pour dire quelque chose d'autre, qui est que probablement ils estiment, ou ils ont en eux le sentiment, en tout cas subjectif, donc par définition, qu'ils ont été privés, ou en tout cas qu'ils n'ont pas bénéficié suffisamment de ce qui est
tous les coups un droit incontestable de tout être humain, c'est-à-dire le droit d'avoir, au moment de sa naissance et dans les premières années de la vie, un environnement humain et non humain d'ailleurs, qui nous permet d'asseoir notre constitution, c'est ce que nous appelons nous le narcissisme, et de l'asseoir de façon suffisamment solide pour ne pas s'effriter, s'émietter et se révéler devant les déceptions et frustrations inévitables de toute existence humaine. Merci.